Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au Pays de l'Europois. Nous sommes avec Élise, présidente de l'association anticorruption qui s'appelle Anticor. Élise est juriste et non, elle est avocate. Oui. Avocate. Merci de nous recevoir. On va parler d'Anticor, on va parler de corruption, ça va être très général. Et le plan du live est en 4 parties. Premièrement, Anticor. Qu'est-ce que c'est? Quel est votre travail? Sur quel dossier vous travaillez? Ouais. La deuxième partie, la corruption, la justice négociée. Qu'est-ce que la corruption? Qui corrompt? À qui sert la corruption et comment la corruption détruit le contrat social et la démocratie? La troisième partie, les associations, avec ce que vous pouvez faire à Anticor. Et puis, il y a des choses qui sortent de votre domaine de travail. On pensait à tous les financements oligarchiques, etc. Et puis la quatrième partie, appel à l'action. Il y a des choses à faire partout en France, en tant que lanceur d'alerte, protégé par Anticor, pour voir. Enfin, voilà, on te laissera développer la quatrième Ouais, partie, avec plaisir. le mode opératoire. Alors, on est avec Élise, avocate, bénévole et présidente de l'association anticorruption Anticor. Bonjour citoyenne, merci de nous recevoir. Bonjour. Première partie, qui es-tu et qu'est-ce qu'Anticor? Eh ben, moi, je suis une militante anticorruption depuis 12 ans. J'ai fait un petit peu de bénévolat avant dans d'autres structures, mais en fait, au bout d'un moment, quand on réfléchit aux causes des malheurs publics, et ben, en tout cas, moi, j'en ai déduit que la cause la plus importante, c'était ça, c'était la corruption, que ça biaisait tout, que ça empêchait l'action politique, sociale, dans tous les domaines, et que c'était disons, la racine sur laquelle il fallait impacter, il fallait se battre, quoi. Donc voilà, c'est le combat que j'ai choisi. J'aurais pu en choisir d'autres, mais celui-là, je pense c'est vraiment une racine de beaucoup de problèmes. Et donc voilà pour qui je suis. Et donc je suis présidente d'Anticor depuis 2020, mais je suis dans l'assaut depuis 2009. Donc une ancienne de l'assaut. C'est une asso de bénévoles Anticor. On a 3 salariés, 2 stagiaires en ce moment. Et à part ça, on a une armée de bénévoles dans les 135 qui sont des responsables soit au conseil d'administration qui est entièrement bénévole, soit dans les groupes locaux parce qu'on a un ancrage territorial. On a 82 groupes locaux avec un ou une ou deux personnes qui vont recevoir des alertes de corruption. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont les alerter sur une situation, par exemple dans une mairie, à dire ah bah là le maire il vient de modifier le PLU, c'est bizarre parce que ça rend constructible 3 terrains de sa belle-mère et 2 terrains de son ex-femme. Euh, oui. Et donc voilà, on reçoit des alertes et du coup leur boulot c'est de monter les dossiers, de dire bon bah par exemple dans ce dossier-là, ok, on va mettre le PLU, on va mettre la délibération, on a besoin des titres de propriété, on va monter le dossier. Et une fois que le dossier est monté, bah, on va pouvoir envoyer au procureur de la République. Et au niveau national, les dossiers ils remontent quand il y a une difficulté, quand ça ne marche pas, quand la machine est rouillée, bloquée pour des raisons qui sont souvent politiques. Ben, on fait remonter au niveau national. Et nous, au niveau national, ben, dans le conseil d'administration, on regarde les dossiers, on fait le tri parce qu'on n'a pas beaucoup de sous, donc on est obligé de, Parle un peu plus fort, Élise. faire des arbitrages financiers, évidemment, entre les dossiers. Et si le conseil d'administration est d'accord, ben, on porte plainte dans les dossiers. Donc ça, c'est l'activité principale d'Anticor, on va dire c'est 80% de son activité, c'est de porter plainte. Donc porter plainte, ça veut dire saisir le procureur de la République, comme quand on s'est fait piquer son sac, on va au commissariat, ben, on saisit le procureur de la République d'une plainte. Et en fait, tout l'intérêt de l'activité d'Anticor, c'est que on a un système judiciaire en France qui est incomplet, voire clairement défaillant, parce que le procureur de la République, qui est la personne qui normalement poursuit les auteurs présumés d'infraction, il n'est pas indépendant. Ça, c'est même l'Union européenne qui le dit. C'est pas une autorité de poursuite indépendante. Depuis 2010, elle dit ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il est en lien avec le ministère de la Justice via un lien qui est hiérarchique. Et ça veut dire que le ministère de la Justice, en fait, décide
de l'évolution de la carrière des procureurs de la République. Donc ça veut dire qu'en gros, si vous êtes procureur, vous recevez une plainte de qui que ce soit contre quelqu'un qui est proche du pouvoir, proche du gouvernement, proche des réseaux, à l'intérieur d'un parti politique, peut-être que vous avez pas spécialement intérêt à poursuivre cette personne, sachant que vous pourriez déplaire à la personne qui va décider de votre prochaine affectation. Ça veut dire que les procs, c'est pas qu'ils sont pas courageux, mais c'est qu'en fait, ils devraient pas avoir à être courageux pour faire leur travail. Donc nous, on n'arrête pas de dire qu'il faut couper ce lien hiérarchique, il faut le couper entièrement. Et par ailleurs, le procureur de la République, ça, tout le monde le sait, il peut faire le fameux classement sans suite. C'est-à-dire qu'en fait, il reçoit une plainte, il peut la classer sans suite ab initio, sans même de faire d'enquête. Ou alors, il peut faire une enquête et à la fin de son enquête, décider de classer sans suite. Et en fait, dans l'histoire où on s'est fait piquer son sac, la personne, le propriétaire du sac, elle peut très bien bypasser le procureur, contourner sa décision et aller chercher un juge d'instruction. Mais en fait, pour tout ce qui concerne la corruption, il n'y a pas de victime officielle. C'est-à-dire que les citoyens en France ne sont pas considérés comme étant victimes de la corruption. Les seuls cas où on est victime directement de la corruption, c'est son propre voisin qui construit un immeuble sur 8 étages alors qu'il n'a pas le droit, le PLU, le plan local d'urbanisme, l'interdit, mais il a filé 30 000 balles au maire. Là, on est victime directement. Mais quand on parle d'un ministre qui détourne des fonds publics, D'Alstom. ouais, tous les très très gros dossiers nationaux, industriels et autres, même de l'histoire de François Fillon et des emplois fictifs, présumés fictifs, je crois qu'il est en cassation, de son épouse Pénélope Fillon, en gros là, il n'y a pas de victime. Ou des rémunérations de Rothschild sur Macron. Ça, c'est même pas, il n'y a même pas d'affaire en cours en fait, mais peut-être qu'il y en aura une. Du coup, là, on n'est pas victime. Les citoyens français ne sont pas victimes. Alors qu'en soi, c'est de l'argent public, c'est nos impôts. On finance tout ça par nos impôts, par la TVA qu'on paye quand on achète des trucs. Mais on n'est pas considéré comme victime. Ce qui veut dire, n'étant pas considéré comme victime, qu'on peut pas, on peut rien faire quand le procureur de la République, qui peut être emmerdé pour sa carrière, décide de classer sans suite, les citoyens ne peuvent rien faire. Et c'est pour ça que Anticor intervient dans ces dossiers, parce qu'on a un agrément qui nous permet de nous considérer comme victimes. Donc on fait ce que le propriétaire du sac ferait en cas de vol de son sac. On contourne la décision du procureur de classer sans suite et on va saisir un juge d'instruction, sachant que le juge d'instruction, lui, c'est un juge indépendant. Il peut subir des pressions, mais il est ce qu'on appelle inamovible, c'est une garantie constitutionnelle. Donc il ne peut pas se faire virer, il ne peut pas être placardisé, on peut essayer, mais bon, il saura se défendre. Et on ne peut pas l'envoyer au fin fond de la France, dans un village qu'il ne connaît pas, loin de sa famille, ça c'est pas possible. Donc il a des garanties d'indépendance. Donc nous, notre boulot, c'est ça, quand il y a une réticence, souvent politique, à s'attaquer à des personnalités politiques puissantes, ou des personnalités du privé d'ailleurs aussi, qui peuvent être très puissantes et très influentes sur le monde politique. Nous, notre boulot, c'est de prendre les dossiers et de s'assurer qu'ils arrivent sur le bureau d'un juge d'instruction indépendant pour que ces personnes-là soient jugées. Parce que nous, on défend les principes d'égalité devant la loi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impunité, il ne devrait pas y avoir d'impunité en France. Donc on s'assure que les gens qui sont puissants sont traités comme tous les autres citoyens. Évidemment, il y a du boulot et on se bat comme on peut avec les moyens qu'on a. Mais voilà, c'est notre objectif d'amener une certaine classe politique qui déconne devant un tribunal. Et nous, on y va aussi, parce qu'on est partie civile dans ces procès. Donc on force pas, mais on va dans les salles d'audience, porter une voix qui est une voix citoyenne, pour dire que en fait, ça suffit, les abus de pouvoir, les arrangements, le clientélisme, qu'il faut y mettre fin, il faut que la justice arrête le pouvoir. Merci. La deuxième partie, la corruption. Qu'est-ce que la corruption? Justice négociée. À qui profite la corruption? Est-ce que vous avez des financements oligarchiques aussi? Parce qu'on a oublié de vous demander. Qui corrompt? Et qu'est-ce que détruit la corruption? Le téléphone était un peu en surchauffe. On va essayer de continuer le live.
Qu'est-ce que la corruption? À qui profite la corruption? Comment ça se passe au niveau corruption? Alors, la corruption, je viens de terminer là-dessus en fait. Fondamentalement, si on veut une définition large de la corruption, c'est un abus de pouvoir. C'est-à-dire une personne à qui on a confié un pouvoir, un mandat, une responsabilité publique, qui est en charge d'une mission de service public, va détourner ce pouvoir, soit pour ses propres intérêts, pour s'en mettre plein les poches, pour avoir plus tard des contrats dans une société et gagner plein d'argent, le pantouflage, ou pour privilégier des proches, trouver un emploi pour sa femme à la mairie, modifier le PLU pour que sa belle-mère fasse une belle plus-value à la revente sur son terrain. Voilà, en gros, c'est en gros tous les intérêts privés qui interfèrent avec l'intérêt général à qui on demande à ces personnes, qu'on demande à ces personnes de protéger en fait. Au lieu de le protéger, bah, elles le détournent, elles en abusent à des fins personnelles. Corruption et oligarchie. Nous, notre ennemi, c'est l'oligarchie avec tous ses relais de pouvoir. C'est un outil, la corruption, pour l'oligarchie, pour avancer ses pions Oui, oui, ça c'est. ultralibéraux. Nous, on en parle un petit peu sous la forme du lobbying, qui n'est pas que le lobbying dont on parle à l'Assemblée nationale, en fait. C'est un lobbying beaucoup plus large que ça. En fait, il y a le monde, il y a une porosité évidente entre les élites économiques et les élites politiques, parce que les élites politiques veulent de bonnes lois, s'ils considèrent être de bonnes lois pour leurs affaires, et que du coup ils mettent beaucoup d'influence, d'argent dans les opérations d'influence. Donc bien évidemment il y a le lobbying, on en parle. À l'époque c'était un peu crasseux, c'était aller faire des clubs de vin, du vin avec les députés, organiser des voyages à Hawaï pour parler de je sais pas quoi pendant 2 heures et faire la fête après. Il y a eu plein de formes voilà, de, de corruption en fait. Et aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Peut-être que ça se voit un peu plus sur ce qu'on appelle le pantouflage et le rétro-pantouflage, c'est-à-dire les allers-retours public-privé. Puisqu'en fait, On reprend avec un téléphone qui est en train de claquer. ouais, Rétro, pantouflage, pantouflage. Ils achètent ouais. les politiques, en fait. Les puissances d'argent achètent les politiques pour Ben, en avancer leurs fait, pions. t'as des allers-retours public-privé. Et ce qui intéresse évidemment le privé, c'est le moment où les personnes sont dans le public, quoique, pas seulement. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu es une entreprise privée, par exemple, tu veux influencer ou tu veux des marchés publics, hein, tu peux soit envoyer quelqu'un de chez toi dans le public et qui va du coup faire un lien privilégié avec le décideur public pour avoir de meilleures lois, des lois qui t'arrangent, moins d'imposition sur tel et tel produit. Ou alors tu vas recruter quelqu'un qui est dans le public euh, pour, euh, pour que dans ton entreprise, bah, il se serve de son carnet d'adresses pour arriver à influencer ou à obtenir des marchés publics. Parce que là, on a beaucoup parlé de McKinsey, mais en fait, c'est une manne extraordinaire, l'argent public. On paye beaucoup d'impôts, c'est pas pour rien. On constitue une comptabilité d'État qui est quasiment sans fin. Enfin, il se trouve qu'on est endetté et plein de choses, mais pour une entreprise, obtenir des marchés publics à plusieurs dizaines, voire des plusieurs centaines de millions d'euros, ça fait tourner toute une économie en fait dans le prix. Donc c'est évidemment quelque chose que les entreprises veulent absolument avoir, les marchés publics. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de gros dossiers, les trois plus gros dossiers sur lesquels vous êtes actuellement et dont tu peux parler, hein. Bah, il y a des dossiers, ils sont tous sur notre site internet déjà. Il y a des dossiers qui sont gros parce qu'ils concernent des personnes qui sont extrêmement puissantes. Là, moi, je pense évidemment tout de suite à Alexis Collère, qui est le secrétaire général de l'Élysée, dont on commence à parler, mais nous, on a porté plainte dès 2018. On a porté plainte 3 fois. On a dû batailler à toutes les étapes parce parce qu'il y a eu une enquête pendant 1 an, que finalement le dossier a été classé sans suite, qu'il a fallu du coup qu'on se constitue partie civile, classement sans suite. Nous, ce qu'on fait après, c'est une plainte avec constitution de partie civile. Après ça, le procureur a fait des réquisitions afin de non informer, c'est-à-dire qu'il était en train d'essayer de s'opposer à ce qu'il y ait une instruction judiciaire par un juge indépendant. Et heureusement, les juges indépendants ont répondu que non, absolument pas,
que l'instruction aurait lieu et qu'Alexis Collère voilà, ferait l'objet d'une instruction judiciaire. Donc on verra ce qui va se passer après, mais en tout cas, nous, on a fait notre boulot, ce qui est que ce dossier arrive entre les mains d'un juge d'instruction et qu'il puisse juger l'affaire. Et dans ce dossier-là, Alexis Collère, ce qu'on lui a reproché, ce sont des intérêts privés qui seraient venus interférer avec les décisions qu'il a prises en tant que personne en charge d'une mission de service public. Et notamment, les intérêts privés, c'est le fait qu'une partie de sa famille détient une société qui s'appelle MSC, qui est pas une petite société, c'est une immense société. Je crois que c'est le numéro 2 ou 3 du fret mondial. Ils brassent des milliards. Ils ont été mis en cause d'ailleurs sur l'histoire de trafic de drogue. Et Alexis Collère a siégé au conseil d'administration de STX, qui sont des chantiers du sud de la France, je crois, ou c'est... Non, c'est peut-être Saint-Nazaire. C'est trop de dossiers. Et donc, il est allé bosser chez MSC en tant que directeur financier. Après, il est revenu au ministère de l'économie. Il est reparti chez MSC. Il est revenu là, secrétaire général de l'Élysée. Et lui, il dit qu'il est jamais intervenu sur ces dossiers. Sauf qu'en fait, il y a eu des révélations par la presse, par Mediapart, par l'Express, puis par Mediapart, qui montrent qu'en fait, il est intervenu sur ces dossiers. Et ça, c'est un truc assez incroyable qu'il l'ait un petit peu moins, parce que en fait, le secrétaire général de l'Élysée, c'est le numéro 2 de l'Élysée. Donc enfin, sans aucun détour, le deuxième homme le plus puissant de France. Et là, on vient de voir l'affaire des sondages de l'Élysée, sur lequel Anticor a bossé pendant 11 ans, qui sont des questions de marché public, de sondage sous Sarkozy, juste avant qu'il ne soit pas réélu en 2012, où là, il n'y a eu aucune mise en concurrence sur des sommes complètement astronomiques, et surtout à des sociétés qui ne faisaient pas que des sondages, en fait, c'est des sociétés qui étaient des conseillers politiques de Nicolas Sarkozy. Et nous, on a porté plainte en 2010, ça a été jugé en 2021. Donc nos dossiers, ils sont longs, ils s'attaquent à des personnes comme ça. Claude Guéant était secrétaire général de l'Élysée, c'est pour ça que je fais le lien. Et donc Claude Guéant, il a été condamné, il a fait appel évidemment, mais il a été condamné en première instance juste l'année dernière. Et donc voilà, Alexis Collère, nouvelle génération de secrétaire général de l'Élysée, où il y a encore un dossier et on est encore les seuls à permettre que ces affaires avancent en fait, parce que sans nous, ça aurait été classé sans suite et il n'y aurait jamais eu de procès. Alors, vous avez l'agrément pour vous porter partie civile. Ouais. C'est pas anodin. Comment ça s'est passé? Vous avez eu des problèmes pour l'avoir, cet agrément? Bah, c'est le troisième qu'on a. Donc les 2 premières fois, on a eu zéro problème, même zéro communication, zéro question. On a envoyé notre dossier, on a reçu l'agrément. Et en revanche, l'année dernière, ça a été très compliqué. L'année dernière, l'année d'avant même, puisque ça a duré 8 mois en fait, cette histoire d'agrément. On a envoyé la demande en août 2020 et on a fini par l'avoir en avril 2021. Et ça a été une guerre monstrueuse avec le ministère de la Justice. Bon, il se trouve qu'on avait porté plainte contre Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêt et qu'il a été mis en examen sur ce fondement. Donc, bon, c'est ces services qui traitaient notre demande, mais officiellement, il était déporté du dossier, puisqu'on ne peut pas traiter un dossier contre quelqu'un qui nous a. Je dis contre, justement, sur quelqu'un qui a porté plainte contre nous. Là aussi, il aurait été en situation de prise illégale d'intérêt, en fait. Donc, ce dossier, il est passé au Premier ministre. Et en fait, on nous a tout posé. Moi, j'ai 90 pages de questions-réponses de la direction des affaires criminelles et des grâces, qui est un service du ministère de la Justice. Enfin, ça a été complètement dingue. On nous a demandé le nom de nos donateurs, ce qui peut paraître être un truc de complète transparence, sauf qu'en fait, ouais. Sauf qu'en fait, nous, on est très attaqués. En fait, il n'est pas question que. Enfin, en fait, aujourd'hui, on a vachement réfléchi à ce système-là. Aujourd'hui, on dit, on a des règles très claires. Bon, déjà, on n'a pas de financement public, on n'a pas de dons des entreprises. On a éventuellement des dons d'associations, mais il faut que le conseil d'administration valide. Du coup, le financement d'Anticor, c'est adhésion, 35 € par an, et dons des personnes physiques. Et c'est limité au niveau du don des personnes physiques? Ça ne l'était pas, maintenant c'est plafonné.
D'accord. C'est-à-dire que maintenant, on a jusqu'à 7% des recettes de l'année précédente. On peut donner, et l'anonymat est garanti par l'association. Et entre 7% et 10%, le nom du donateur est publié dans le rapport financier d'Anticor. Donc, et au-delà de 10%, on refuse. Parce qu'en fait, nous, on a une question très simple. On est les connards de rond-point, hein, mais on se dit, il y a une association qui combat avec le système, Oui. qui repose sur la corruption du cœur et des esprits, et puis la mainmise oligarchique. La première des choses à faire pour les oligarques, c'est acheter Anticor. Ah bah oui, oui. C'est pour ça qu'on a ces règles-là, hein. Est-ce que vous avez des financements oligarchiques? Bah non, en fait là on a les financements de nos adhérents et des dons de nos adhérents. On doit avoir. Alors, On a eu une personne de 2016 à 2020 qui nous a donné beaucoup plus d'argent que toutes les autres et ça a déjà créé un scandale pas possible parce que bah, du coup le ministère de la Justice s'y est intéressé mais bon, il n'y avait rien derrière dans le sens où c'est quelqu'un qui nous donnait beaucoup d'argent mais qui nous a rien demandé donc il n'y avait pas de problématique. Mais ça nous a quand même mené à restreindre encore plus les modalités de financement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que cette personne-là nous a donné ne pourrait plus nous la donner. De toute façon, il ne nous donne plus d'argent. Il a vécu une chasse à l'homme dans les médias parce que tout le monde voulait savoir qui avait donné 60 000 euros à Anticor. Et du coup, bah, ça veut aussi dire que bah, il faut beaucoup de personnes. Mais c'est la contrepartie de restreindre énormément les dons, c'est il faut beaucoup de. Les dons et les adhésions, c'est qu'il faut beaucoup de personnes. et des bénévoles qui peuvent faire remonter des informations. Ouais, bah, il y a des bénévoles. Les bénévoles à Anticor, ils sont plutôt là pour traiter les dossiers. Mais en revanche, il y a des gens qui viennent nous voir avec des dossiers, des lanceurs d'alerte. Ouais. Et ça, on en a énormément besoin. Parce que nous, on met à la lumière énormément de choses. Et que bah, du coup, les gens, ils les cachent de plus en plus. Donc on a besoin d'accéder à des informations qui ne sont pas accessibles facilement. Ça se complexifie en fait la corruption. Oui, oui, mais il y a tellement de formes de corruption différentes. Ce sera jamais la même chose, la manière dont ça se passe dans la mairie. Si vous avez un maire qui veut donner un marché public à une boîte parce que le dirigeant est son pote ou parce qu'il sait que cette boîte va lui renvoyer l'ascenseur à un moment ou à un autre, il va essayer de camoufler ça. Bon, peut-être qu'il essayera même pas de camoufler, et dans ce cas-là c'est plus facile. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a la corruption en France. Il y a 15 ans, c'était moins évident. Il y a 20 ans, c'était même, je pense, très ignoré. Du coup, c'était facile de faire ces petites affaires. Il n'y avait pas cette vigilance citoyenne qu'il y a aujourd'hui. Du coup, bah oui, c'est beaucoup plus occulte, tout ça. Et bah oui, ça va de la mairie, mais du coup, nous, on sait regarder les marchés publics pour voir comment ça a été ficelé pour privilégier une personne en particulier, une entreprise en particulier. On parle de, enfin ça c'est un terme légal, hein, on parle de saucissonnage parfois. C'est-à-dire qu'il y a des techniques qui font qu'on va mettre plusieurs lots du marché public, faire semblant qu'ils sont indissociables, alors qu'on aurait pu les donner à plusieurs entreprises. Mais on veut les donner à une seule, donc on fait semblant qu'on ne peut pas les passer l'un sans l'autre. Voilà. Donc Nous, un petit appel à l'action pour les collègues qui nous écoutent, qui pourraient être témoins de malversations et de... ah bah complètement. En gros, nous, on reçoit des informations, on échange un petit peu pour essayer de monter les dossiers, avoir ces informations, juste là, ces documents-là qui manquent. Et après, c'est Anticor qui y va. C'est-à-dire que c'est nous qui prenons tout le risque de balancer le dossier judiciaire, etc., des répercussions, des procédures bâillons. Là, c'est entendu que c'est Anticor qui prend le risque et que les personnes qui nous envoient les documents, elles doivent rester dans l'ombre, hein. Anonyme, donc vous garantissez l'anonymat des lanceurs d'alerte. Ah bah, on n'a même pas le choix, c'est une obligation. D'accord. Nous, on garantit l'anonymat. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que sur tous les documents qui nous sont envoyés, Ouais. il n'y ait aucune information qui puisse permettre de reconnaître la personne qui les a fait passer. Donc un coup de Tipex, un coup de marqueur. Oui, il faut quand même bien faire attention, mais bon, voilà. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, bah oui, on peut faire plein de choses. On peut s'informer déjà quand on pense qu'un truc est louche. On peut faire une demande d'accès aux documents administratifs. Je dis pas que c'est facile, ça peut être un petit peu long, mais en même temps c'est un droit en France. Depuis 78, tous les citoyens ont le droit de demander tous les documents administratifs qu'ils veulent. On a des fiches outils sur le site parce que c'est pas forcément facile de comprendre
qu'est-ce qu'un document administratif, comment il faut le demander, l'intitulé qu'il faut mettre, tout ça. Mais on peut aussi aider pour faire ce genre de demande. Parce qu'il y a des règles de transparence et que les citoyens, ils ont le droit d'obtenir plein de choses. Par exemple, un marché public. Je parle beaucoup de marché public, mais c'est parce que c'est un gros problème en France. Hein. Un marché public, une fois qu'il est attribué, on a le droit d'accéder à tout le dossier entièrement. Voilà. C'est un exemple, mais par exemple, les fonds qui sont donnés aux associations par la mairie, ça aussi, c'est des informations auxquelles on a le droit d'accéder. Les frais remboursés, pris en charge par la mairie, toutes ces choses-là. Qu'à partir du moment où on pense qu'il y a quelque chose qui déconne, on peut quand même essayer d'obtenir ces documents-là. On peut aussi saisir Anticor de ce type de problématique-là pour que nous, on regarde avec les juristes qu'on a les dossiers. Est-ce qu'il y a beaucoup d'associations comme la vôtre en France? Il y en a 3 qui ont cet agrément, qui est quand même un outil hyper important, hyper fragile aussi. Hein. Alors, c'est l'agrément pour se porter partie civile Ouais. et sur les blocages de la justice, passer sur un juge d'instruction qui est soi-disant indépendant. Voilà, c'est un agrément anticorruption qui nous permet de contourner une décision de classement sans suite pour forcer la machine judiciaire, en fait, pour que le procès continue, pour qu'on puisse le donner à un juge d'instruction et qu'il continue. D'accord. Et du coup, il y a Sherpa qui a un agrément. Ils vont plutôt sur des dossiers de responsabilité sociale des entreprises. Il y a Transparency qui a un agrément. Il commence à faire un peu plus de contentieux, mais il n'y en avait pas beaucoup. Je ne vais pas dire de chiffres. Bon, je sais pas. Non, aujourd'hui, là, il faudrait qu'on refasse la liste, mais on doit avoir 150 contentieux au niveau national. Et via nos groupes locaux, on en va avoir dans les 500 en cours. Donc, on a un volume de dossiers qui est énorme. Ce qui veut dire aussi qu'on a besoin de beaucoup de bénévoles pour les traiter. Mais bon, il faut être juriste, il faut avoir envie de se former à traiter les dossiers. Ce qu'on fait, on fait des formations. Mais ça nous permet d'avoir beaucoup de dossiers parce finalement il y a beaucoup de situations dans plein de petites villes où personne ne va. Du coup, il y a qu'Anticor qui va dans les petites collectivités, même dans les villages. Mais en fait, c'est des dossiers qui pourrissent la vie de tout le monde. C'est des trucs qui empêchent les gens d'avoir des aides qu'ils devraient avoir, d'accéder aux services publics, de vendre leur maison parce que le maire a décidé que c'était telle boîte de promoteurs qui allait la racheter parce qu'il va la faire revendre par un membre de sa famille derrière. Il y a finalement beaucoup de situations où ça crée de la souffrance. Donc nous, on va dans les petites villes, on va partout. Donc, on peut être lanceur d'alerte. Ouais. Et Anticor explique tout sur son site internet. Ou à la limite, il faudrait faire un live là-dessus pour expliquer le protocole. Mais en tout cas, Anticor sera partie civile et protégera l'anonymat de la personne qui a envoyé les documents. Alors par voie postale, c'est peut-être encore plus safe. Ouais, on a plusieurs trucs. On a le site internet quand c'est pas c'est pas forcément méga confidentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des enjeux d'ultra-violence dans les dossiers, parce qu'il y en a parfois. Hein. Il y a mort d'homme, quelquefois. Hein. Tu nous as parlé de dossiers où il y avait... Oui, avant on parlait du dossier, un dossier dans le Var où il y a un maire qui a donné un marché public à sa propre entreprise de transport public, transport scolaire. Et évidemment, ça se passait mal dans cette boîte et il ne va pas se contrôler lui-même, le maire. C'est ce qu'on dit en fait. Il y a un intérêt personnel qui vient interférer avec sa mission de service public qui est de contrôler le bon déroulement du transport scolaire. Et il y avait un chauffeur qui avait des problèmes d'addiction, qui un jour a changé de route, a eu un accident avec le bus et il y a 2 ados de 15 ans qui sont mortes pendant cet accident. Et il y a une procédure en cours pour homicide involontaire contre le maire. Et nous, on dit aussi que, en fait, peut-être que si tout s'était bien déroulé, que le maire avait fait sa mission de contrôler une boîte qui n'était pas la sienne, peut-être que ce serait jamais arrivé, tout ça. Donc la corruption, elle tue de plein de manières, mais parfois elle tue aussi au premier sens du terme. Voilà. Donc on peut être lanceur d'alerte? On peut être lanceur d'alerte, oui. Je dis pas que c'est facile, mais je dis pas que c'est facile. Souvent c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut nous appeler très tôt pour qu'on en parle, parce que les lanceurs d'alerte, on va pas dire des trucs mensongers. Ils se font placardiser, ils se font licencier. Donc il faut faire très attention. Et autant vu la possibilité qu'a Anticor d'y aller, autant rester anonyme, ne pas faire d'alerte au sens officiel. Autant saisir Anticor et c'est Anticor qui y va. Parce que, parce qu'il y a des mesures de rétorsion très souvent dans ces dossiers-là, donc il faut faire attention. Merci de ton travail de bénévole.
Force et honneur, on ne lâche rien. Et là, tu nous montres un bouquin, enfin un Ouais, guide que vous avez publié. Qui c'est est... un bouquin assez facile d'approche, a priori, il fait 60 pages à peu près, où on parle de la corruption, de ces mécanismes-là, de l'agrément, du procureur, des marchés publics. On parle de dossiers aussi. On raconte parfois quand on va dans les salles d'audience, quand on se retrouve devant Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, nous, toute petite association de 6 000 adhérents, à dire des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. Et puis aussi à quel point on se retrouve souvent devant des personnes qui sont complètement interloquées de devoir rendre des comptes à la justice. Et quand on rend des comptes à la justice, on rend des comptes aux citoyens en fait. Et voilà, on parle de ça, on parle de moyens d'action. Et on parle aussi du fait qu'il faut quand même être conscient qu'en en tant que citoyen, même plus largement en tant qu'habitant de la France, on est victime de la corruption. Déjà parce qu'on paye plus d'impôts et parce qu'on a moins de services publics, parce qu'on subit des inégalités. Et voilà, c'est déjà important que tout le monde se rende compte de ça. Et puis, si vous le pouvez, vous avez envie, que vous veniez vous battre sur ces sujets-là. Merci. Merci pour votre travail. Force et honneur, on lâche rien, les amis.